Salut, c'est Alyosha et bienvenue dans Vision. Le photographe, c'est quelqu'un qui doit faire l'aller-retour permanent entre le passé, l'avenir et le présent. Au fond, c'est presque comme une histoire d'amour qu'on vit chaque fois. Mais c'est très frustrant de se dire que maintenant la photographie devient si facile. Et vous savez, aujourd'hui, tout le monde est photographe. Cet épisode de Vision a été rendu possible grâce à Pixmentor, plateforme d'activité photo qui permet de réunir tous les amoureux de la photographie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Vision. Content de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude et je tenais à vous remercier d'être toujours plus nombreux et nombreuses à écouter les podcasts, à le partager, à en parler à vos amis. On l'a entendu dans le jingle, aujourd'hui tout le monde est photographe. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tout le monde est vraiment photographe ou peut simplement prendre des photos et les partager sur les réseaux sociaux ? Bien sûr, c'est l'approche et dans une moindre mesure la technique qui fera la différence. En tout cas, voilà la subtilité qu'on tentera de comprendre aujourd'hui en perçant aussi un milieu qui est un peu tabou, on peut le dire, dans la photographie principalement artistique, ce sont les influenceurs. Alors derrière ce terme assez vaste qu'on tentera de définir, on va dire que les influenceurs sont principalement des personnes qui ont beaucoup d'abonnés sur les réseaux, notamment Instagram, ce qui leur permet par exemple de collaborer avec des marques, de voyager. La photographie mobile a aussi une part importante dans le processus de partage. Beaucoup ont commencé à prendre des photos avec un téléphone, un smartphone, pour ensuite passer à l'étape supérieure en prenant le même matériel que les photographes professionnels. On va en parler justement aujourd'hui avec mes deux invités que je suis très content de recevoir, qui sont, avant d'être influenceurs, il faut le préciser, deux photographes. Vuttara Cam, bonjour Vuttara. Bonjour Alyosha. Et Jonathan Bertin, bonjour Jonathan. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter du coup votre âge, votre parcours et vos débuts en photographie et sur Instagram, qui est la plateforme qui vous a fait connaître. Jonathan, je te laisse commencer. Moi j'ai 23 ans, ça fait à peu près 7 ans que je fais de la photographie, 3 ans que je me suis lancé, que maintenant je vis de ma passion. Je suis spécialisé dans le voyage et ça me permet de créer de l'image un peu partout dans le monde sur plein de chouettes projets. Je bosse pas mal aussi dans la musique. Et ça fait à peu près vraiment 2 ans que je suis à fond sur Instagram. Ok. Et toi, Vuttara ? Je m'appelle Vuttara, j'ai 37 ans, je suis normand, j'ai fait des études de licence professionnelle dans le domaine du web design. Mm-hmm. Et j'ai découvert la photographie en 2010 à travers mon téléphone, mon iPhone 4. Et j'ai découvert Instagram en janvier 2011. Voilà. Et ça va faire depuis... Je vais dire, depuis 2015 que je me suis professionnalisé en tant que photographe. Ouais. Du coup, Vuttara, donc t'as pas fait d'école de photo, donc du web design, tu viens de le dire. Jonathan, t'as fait une formation en BTS photo. Ouais, je fais un BTS photographie sur 2 ans. Super formation qui te permet de voir vraiment tous les aspects de la photographie. Et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé dans mon parcours. Mm-hmm. Et le fait d'être pendant 2 années vraiment, de toucher à tout ce qui tourne autour de la photo, ne serait-ce que le juridique, la technologie, etc. C'est vraiment un bon bonus pour débuter, ça m'a bien aidé. Mmh. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à commencer à prendre des photos, à les poster sur Instagram ? Est-ce que vous avez été influencé, on va parler de ce terme juste après, par d'autres photographes ? Moi, je me rappelle que à mes débuts à Paris, je courais pas mal derrière des expositions, des musées ou un peu partout, et j'avais découvert en fait une exposition, c'était à la BNF sur 70 ans la photographie américaine, et j'avais acheté le bouquin à la sortie de la visite, et c'était des photographies de Gary Winogrand, de Diane Arbus, de Larry Clark, et ça m'a beaucoup ça t'avait frappé ça m'a beaucoup frappé. Et puis voilà, en tant que Normand, lorsque tu débarques un peu à Paris, tu vois des cartes postales de Brassailles, de Douaneau ou d'Henri Cartier-Bresson. Donc voilà, tu t'imprègnes un peu de ton Paris, et puis c'est des pérégrinations, des déambulations un peu urbaines, ouais, voilà. Ouais. Mm-hmm. Et toi, Jonathan, est-ce qu'il y a des photographes qui t'ont inspiré aussi ? Moi, ça a commencé un peu bêtement. Je suis parti en road trip avec mes parents quand j'étais ado. Je crois que je devais avoir 13 ans, un truc comme ça, et j'avais mon premier smartphone qui faisait des images potables. Et je suis rentré du voyage, j'avais 3000 photos sur mon smartphone. Je me suis dit, il y a un problème, faudrait peut-être se poser la question de est-ce qu'on investit dans un appareil ou pas. Et après, effet boule de neige,
j'en achète un et puis je tombe dedans. Et puis après, ouais, j'ai découvert pas mal de photographes. À mes débuts, j'aimais beaucoup, j'aime toujours le travail de Jean-Philippe Lebé. Il y avait Théo Gosselin aussi qui m'a beaucoup inspiré. On va rentrer un peu dans le vif du sujet et parler du terme d'influenceur qui est aujourd'hui très lié à un aspect marketing. Les influenceurs, au-delà de la photographie, vont souvent mettre en avant des produits et des marques. Tous les deux, vous collaborez souvent avec des agences de tourisme, par exemple, ce qui vous permet de voyager, de faire vos photos personnelles au-delà des contraintes imposées. Quand on vous présente en tant qu'influenceur avant d'être photographe, j'imagine que c'est pas quelque chose qui vous fait forcément plaisir. Ça représente quoi, en tout cas, pour vous, d'être influenceur aujourd'hui ? Je pense que moi, vraiment, avant tout, c'est partager sa passion, en fait. C'est pas... Bon, personne n'aime le mot influenceur, mais c'est plus... Je sais que moi, quand j'ai débuté, je cherchais vraiment... Il y avait plein de photographes que j'aimais, mais personne partageait vraiment les coulisses, comment ça se passe, comment t'en es arrivé là, comment tu photographies. Et en fait, j'ai toujours rêvé de trouver un photographe comme ça. Et du coup, c'est un peu une espèce de guideline que je me suis donné en mode... J'ai envie d'être le photographe que j'aurais aimé connaître à mes débuts et essayer de donner un maximum de choses aux gens parce que aujourd'hui, avec Internet, on peut partager tellement de choses. Et je me revois... Quand je débutais, j'aurais trop aimé voir comment mon photographe préféré il photographiait, comment ça se passe tout ça, et j'espère que ça aide les gens. Mais en tous les cas, quand t'es passionné, parler de ce que t'aimes, ça te transcende, quoi. C'est vraiment, moi, je prends tellement de plaisir à échanger tout ça. Donc, moi, je dirais que c'est avant tout du partage, même si, évidemment, il y a le côté métier, professionnel. Mais ouais, c'est vraiment... Pour toi, c'est ça, c'est un métier à part entière, du coup, être influenceur. Je pense que ouais, après, évidemment, je pense qu'on est pareil, on se considère photographe avant d'être influenceur. Mais pour moi, je verrais vraiment ça comme une spécialité. Il y a plein de spécialités dans la photo. Nous, c'est juste que on va avoir un espèce de pôle de communication et d'échange avec les gens qui va être beaucoup plus important que si t'es photographe de studio ou des trucs comme ça, où là, on va être vraiment dans le partage de connaissances, de choses, d'aventures. Je sais pas, c'est vraiment... moi, ça me passionne et je changerais pour rien au monde mon taf, quoi. Toi, Vutara, du coup, le terme influenceur, ça représente quoi pour toi ? Ouais, le terme influenceur, pour ma part, c'est plutôt un point de vue marketing, un point de vue communication pour les agences, pour les marques, qui nous voient comme des gens qui pèsent lourd lorsque tu as 100 000 abonnés ou 1 million. Les gens, parce que toi, pour rappel, du coup, t'as 1,2 million d'abonnés sur Instagram. C'est juste un indicateur, oui, c'est, du coup, voilà, le terme d'influenceur, je pense qu'il est plutôt du côté de la marque, de l'agence, de l'entreprise, que du côté du photographe. Si je me sens un influenceur, bien sûr, parce que voilà, j'ai quand même une étiquette Instagrammeur, d'être un des premiers à être sur cette plateforme. Donc oui, je suis un influenceur par défaut, mais c'est pas la vocation où je suis amené en fait à évoluer. Ouais. Oui, c'est ça, parce que pour rappel, du coup, là, c'est plus d'actualité, mais il y avait des utilisateurs suggérés au début d'Instagram, donc ton profil c'est bien ça, suggéré. J'ai été peut-être pendant 2-3 ans à squatter la liste des utilisateurs suggérés. C'est ce qui t'a permis de développer justement. Exactement, et puis l'algorithme était différent également. Ouais. Du coup, Jonathan, toi, tu as tendance à beaucoup te montrer sur Instagram, c'est-à-dire à mettre souvent des stories montrant tes backstage, tes amis en voyage, ton quotidien aussi. Tu as même une chaîne YouTube maintenant. Vutara, tu vas quand même être un peu plus discret, même si tu te montres parfois sur certaines publications aussi. Certains trouveront la démarche un peu narcissique, mais ça participe à ce besoin de personnifier ses réseaux. On veut savoir qui est derrière ce compte et ses photos, c'est ce que tu disais aussi, Jonathan. André Guntert, historien de la photo, en parle très bien sur son blog L'Image Sociale. Je vous mettrai en lien en bas du podcast. Pour exister sur Instagram et sur les réseaux, est-ce qu'il faut pour vous absolument se mettre en avant ? Ça dépend de la démarche dans laquelle tu as envie d'avancer. Moi, je trouve que c'est super important pour emmener les gens dans son univers et vraiment développer. On peut avoir la démarche aussi où on laisse juste parler ses images et on ne se présente pas, mais en fait, le fait d'incarner son projet de cette façon, ça donne beaucoup plus de crédibilité. En fait, on arrive à attacher les gens au travail plus facilement. Et je sais que moi, à la base, je faisais des photos voyage au tout début. C'était vraiment assez classique par rapport à ce qui se faisait sur Instagram. Et en fait, petit à petit, le fait d'incarner vraiment, j'ai pu emmener les gens vers des choses totalement différentes, peut-être des choses auxquelles ils n'étaient pas forcément sensibles. Et en fait, le fait, non seulement on s'ouvre, mais en plus, on ouvre aussi les gens à d'autres choses. Et moi, en fait, ce qui est bien, c'est que les gens, le fait qu'ils s'attachent au personnage, ça permet
d'aller un peu où tu veux, de tester plein de choses et ça te fixe pas forcément de barrières. Alors que je pense qu'un photographe qui se repose juste sur ses images, en fait, s'il veut changer d'univers, ça va être beaucoup plus compliqué de faire suivre les gens. T'es d'accord avec ça, toi, Vitara? Oui, je suis d'accord avec Jonathan. Toi, tu poses des photos de toi de temps en temps? Lorsque le client me le demande pour un produit, oui, mais en story uniquement. Mais t'évites au maximum, c'est pas quelque chose qui te fait... oui, parce que voilà, en fait, au début, sur Instagram, il n'y avait pas encore l'arrivée des stories où les gens se mettaient en behind the scene, devant la caméra. Donc, je suis arrivé vraiment à l'ancienne et les gens attendu uniquement mes images, donc c'était pas vraiment ma personne en moi et je pense également parce que j'étais peut-être pas également à l'aise devant un objectif, donc non, j'ai essayé de garder ce côté un peu discret, mystérieux, que les gens me voient également à travers mes images, à travers ma sensibilité, donc voilà, c'est plutôt ce côté-là de Instagram que j'ai. Les deux sont super, les deux façons sont super intéressantes. Ouais, c'est ça, ouais. C'est deux points de vue différents, mais il y a pas de bon choix ou de mauvais choix, c'est vraiment libre à chacun, quoi. Je pense aussi que ça vient aussi du phénomène YouTube avec les vlogs où beaucoup de youtubeurs commencent à se filmer même dans la rue et à se montrer tout le temps justement leur quotidien aussi. En tout cas, aujourd'hui, la frontière entre la photographie d'amateur et professionnel est de plus en plus floue. Grâce à des appareils photo perfectionnés, certains passionnés et amateurs entre guillemets peuvent obtenir un résultat comparable à celui d'un photographe professionnel. Pour vous, à quel moment on franchit le pas, on se considère comme professionnel justement? Lorsqu'on a notre première commande à titre professionnel, en dehors des publications, engagement, like sur Instagram, oui, des commandes professionnelles, pas traditionnelles, avec une livraison de photos, avec de la post-production, avec toute la prise de vue, lorsqu'on te donne de la responsabilité. C'est un tout, quoi, pour toi. C'est ça. C'est à la fois gagner de l'argent avec la photographie, mais aussi maîtriser tous les aspects de la photographie, donc la retouche, bien sûr la prise de vue. Lorsque tu commences à avoir des publications, lorsque tu commences à exposer ou à publier, je pense que... On va en parler justement de l'exposition. T'es d'accord avec ça, toi, Jonathan? Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'à partir du moment où tu commences vraiment à vivre de la photo, après, je dirais plus que même si c'est pour des commandes sur une campagne influence ou quelque chose comme ça, t'es quand même dans la création d'images. Oui, c'est vrai qu'on est quand même dans la création de contenu, mais il y a également l'aspect comme engagement, reporting et tout. Ouais. Mais c'est ça, en plus les marques du coup même vous demandent justement des comptes rendus de le nombre de likes, le nombre d'engagements, les stats, les stats. Ouais, c'est chiant ça. J'espère qu'Instagram va faire un truc pour qu'ils aient accès directement aux chiffres. Parce que quand on te demande d'envoyer toutes les vues de tes 100 stories que t'as fait pendant un voyage. C'est fastidieux. Ouais, j'imagine. Et du coup, vous avez tous les deux exposé par le passé, toi récemment, Jonathan? Ouais, super récent. Ouais. Et peut-on pour vous avoir une légitimité artistique quand on devient connu via Instagram? Je pense qu'effectivement, on peut avoir une légitimité artistique. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression que cette étiquette de j'ai des abonnés et je suis influenceur, ça décrédibilise ton projet aux yeux du milieu artistique de la photographie et je comprends pas pourquoi. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de jeunes qui osent pas, de jeunes photographes qui osent pas vraiment se montrer derrière leurs images parce que on dirait que dans ce milieu, il y a la case photographe influenceur, elle est un peu mal vue et je comprends pas pourquoi en fait. Mais oui, tu peux emmener les gens. Tu peux t'essayer à plein de choses. Tu peux être artistique, légitimement artistique à mes yeux et proposer un style unique, quoi. Est-ce que dans vos expositions, vous aviez parfois fait des choix aussi de scénographie, genre placer une photo avec une autre, ou on vous avait vraiment laissé le choix assez libre, ou c'était vraiment la galerie en question qui avait choisi pour vous? Je dirais les deux. Donc, on se concerte avec le galeriste et l'artiste, ouais. Donc, Pareil, c'était tellement un gros espace, c'était ma première expo, j'étais pas. C'était en 2019 du coup, c'est ça? Ouais, c'était en 2019 et je crois que ça a duré une journée, mais il y avait 150, je sais plus, mètres carrés, quelque chose comme ça, c'était énorme. Moi j'étais là, je suis ok, première expo. J'en ai déjà fait une avant, mais c'était dans un tout petit bar, un truc vraiment cosy, quoi, et là c'était vraiment un gros espace, donc
heureusement que les gens étaient là pour m'aider, mais ouais, on a toujours le mot à dire pour ce genre de choses, quoi. Du coup, avec Instagram, la création, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, a tendance à s'uniformiser. On y retrouve souvent les mêmes photos, le même cadrage, le même filtre. Surtout au début de l'application, on savait que par exemple les couchers de soleil, une architecture bien composée, des lieux touristiques allaient plaire à une audience plus large, c'est-à-dire avoir plus de likes et d'engagement. Que pensez-vous de cela ? Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui pour vous ? De mon côté, oui, au début, oui, je publiais pas mal de photos, à peu près 3 par jour, entre 2011 et 2013, 2014, ouais, donc je connaissais l'algorithme était différent, donc voilà, en certain nombre de likes, ta photo atterrissait sur la page populaire, la page Explorer aujourd'hui, où tu avais ta photo pendant 3 heures, et tu avais beaucoup plus de visibilité. Et du coup, voilà, on connaît un peu les codes, les couchers de soleil, comme tu dis, ou les Golden Hour, la Tour Eiffel, tous ces monuments de Paris. Avoir conscience aussi de ça. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, lorsque tu arrives à assimiler tous les facteurs, la page populaire, la liste des utilisateurs suggérés, bah, ton compte, oui, commence à grossir, mais au fur et à mesure des années, tu te rends compte que voilà, il faut évoluer dans la photographie, et la photographie, c'est pas que des photos de cartes postales, clichés ou autres, et t'as besoin également d'évoluer, d'aller un peu plus loin. C'est ça, d'aller plus loin que de voir, parce que oui, t'es considéré comme un influenceur, donc t'es quelqu'un qui inspire les gens, donc à force de faire des photos que de Paris, de Tour Eiffel, je pense que ta communauté commence à se lasser, ouais. Donc, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident aussi de se dire je change de direction et je m'essaye à d'autres choses, parce que ton audience est là pour ce que tu fais depuis le début. Moi, j'ai eu un gros virage comme ça quand je suis allé pour la première fois à New York. J'étais vraiment avant un gros paysage, et là le fait de découvrir la ville, les gens, tout ça m'a fasciné, et ça a carrément changé ma façon de créer, photographiquement parlant. C'est en pratiquant pendant ce voyage-là que tu t'es rendu compte de ça. C'est pas forcément en pensant à ce que tu allais publier sur Instagram. Ouais. Exactement. Je pense que effectivement il y a ce phénomène d'uniformisation, parce que il y a l'algorithme, et Instagram a défini un peu des codes de l'image, mais moi j'ai remarqué, j'ai une communauté assez jeune, et ce qui m'a beaucoup perturbé et que j'ai réalisé, c'est qu'en fait aujourd'hui, pour les jeunes, Instagram c'est le premier contact avec l'image et la photographie, et du coup quand t'arrives, t'établis un espèce de standard. C'est ça la photographie, c'est un sunset, c'est une retouche teal and orange, des trucs comme ça. Ça enferme un peu dans une case directe quand t'arrives, et moi c'est vraiment une des idées du projet aussi, c'est de montrer aux gens qu'il n'y a pas la source de photographie. Instagram, c'est pas la photographie. C'est un super outil, mais c'est pas la vérité de la photo. Enfin, il n'y a pas de vérité absolue, mais c'est un outil de partage, et ça, faut bien le prendre en compte, parce que tout le monde rentre dans ce tunnel, et moi, des fois, ça me fait un peu du mal, mais après, tout le monde est un peu tombé dedans aussi. Exactement, donc, ouais. Non, mais je pense que l'uniformisation de la photo sur Instagram tue la créativité chez les jeunes, chez les jeunes, et ils ont une vision de l'image parfaite, et au lieu d'aller dans des expositions, dans des musées ou autres, si tu leur cites 2-3 photographes, je suis sûr qu'ils vont te citer des photographes qui ont beaucoup de followers, exactement, et non des photographes de ce siècle, ouais. Bah, c'est bien de le souligner en tout cas. Et du coup, aujourd'hui, plus de 3 milliards de photos sont partagées chaque jour sur les réseaux sociaux. Donc on habite un monde de plus en plus saturé d'images, on vient d'en parler. C'est le sujet d'ailleurs d'une exposition qui a lieu en ce moment au Jeu de Paume, qui s'appelle le Supermarché des images. Il y a un parallèle à faire avec les photographes influenceurs qui souvent doivent partager un certain nombre d'images par semaine, voire par jour, pour ne pas perdre le lien avec leur communauté. Quelle est votre opinion sur le partage d'images sur Instagram et sur les réseaux ? Est-ce que vous avez un peu ralenti le rythme depuis vos débuts sur l'application ? Moi, j'ai ralenti de 3 photos par jour entre 2011 et 2014. C'est énorme. Aujourd'hui, c'est énorme. peut-être une photo par semaine, et encore, ouais. Mais je poste plus de séries maintenant, donc au lieu d'avoir une photo, j'essaie de raconter une histoire, une série de photos de mes différents voyages. Ouais. Donc matin, midi et soir, tu postais... Oui, c'était au début. Ouais. Je rejoins ce que dit Vuteara là-dessus. C'est vrai que la fréquence d'image au début, on est un peu comme des malades à se dire il faut poster tous les jours.
Et avec le temps, on commence à sentir une espèce d'effet de machine et on se dit mais la création c'est pas ça en fait, c'est partager ce que t'as envie, quand t'as envie et faire en sorte que ça soit prêt. Moi c'est un réflexe que j'ai eu depuis, ça doit faire 1 an à peu près où vraiment j'ai ralenti la cadence. Mais avant, quand je partageais rien sur les réseaux sociaux, dans ma tête je me disais mais tout va s'arrêter, qu'est-ce que je fais, je peux pas, et ça te met une espèce de pression et en fait faut prendre du recul par rapport à tout ça. Et il y a un autre truc aussi, on en parlait tout à l'heure, le fait d'incarner son projet, de se présenter en story, de parler, de développer son identité d'internet, quoi. Ça permet aussi d'apporter de la valeur à l'image dans le sens où on va sensibiliser les gens à ce qu'on a fait, on va pouvoir l'expliquer, on va pouvoir dire bah voilà, j'ai pas posté de photos pendant 2 semaines, mais là je vous ai sorti une série qui parle de ça. Et en fait, ça va susciter la curiosité et les gens ne vont pas ils vont consommer l'image, je pense qu'ils vont pas rester 1 seconde comme quand tu regardes ton film, mais ils vont vraiment s'intéresser, essayer de voir vraiment, ça permet vraiment d'essayer de poser les gens sur l'image et de transmettre un peu plus intensément que de juste poster sa photo et mettre un petit texte, je trouve. En tout cas, moi c'est ce que j'aime. C'est intéressant ça en tout cas. Et de ton côté du coup, tu as combien au niveau fréquence de partage par semaine par exemple? Ça dépend. En général, quand je suis en voyage, je poste pas mal. Mais là, ça fait 2 mois que j'ai pas trop bougé. Donc, je ralentis. Je suis peut-être à 2 par semaine. Alors par contre, il y a toujours une activité en story tous les jours. Ouais, c'est ça. Ok. Et au tout début de ton parcours, Vutara, toi, tu en as parlé dans une interview. Tu as commencé à faire des photos avec un smartphone, un iPhone 4. Jonathan, toi, tu as carrément, en plus de ton compte Instagram principal, un compte pour les photographies prises uniquement avec ton téléphone. Ouais. Donc, tu sépares les deux univers. Ça m'arrive des fois aussi de prendre des photos smartphone et de les mettre sur mon compte principal. Donc, finalement, tu mixes aussi un petit peu les deux, ouais. Que représente pour vous la photographie mobile aujourd'hui? La photographie mobile, ouais, pour ma part, déjà, ouais, je l'associe à Instagram parce qu'il y a eu quand même un bouleversement de la photographie avec cette application et les gens se sont vraiment parés de l'instantanéité de partager à un endroit avec la géolocalisation, avec des hashtags, avec tout ce langage, ce jargon de likes, de followers. Et oui, la photographie pour ma part, elle a bouleversé la photographie dans le terme où voilà, on revient également à ce côté rétro, vintage, Paula également, et d'avoir également sur soi, c'est vraiment un outil génial, ouais, d'avoir Donc tu l'utilises plus comme pour par exemple faire des snapshots ton téléphone dans ton quotidien tous les jours ou tu l'utilises aussi pour poster des photos sur ton compte principal? Au début, oui, c'était plutôt pour écouter de la musique. Et lorsque j'ai découvert la fonctionnalité sur l'iPhone 4 d'un appareil photo, j'ai trouvé ça génial. Donc, ouais, je prenais mon quotidien. À quelle période, du coup, tu as switché justement pour aller vers l'hybride, réflexe, vers des boîtiers? En fait, oui, j'ai joué le jeu sur Instagram parce que c'était iPhone only, la philosophie à l'époque. Donc, entre 2011 et 2014, oui, je faisais que des photos avec mon iPhone 4 et 4S, et ensuite j'ai switché sur un 5D Mark III. Voilà. Petit glow. Et toi, Jonathan? Mon rapport avec la photographie mobile, je dirais que c'est vraiment l'appareil photo du quotidien et je sais pas, je trouve on peut être aussi pro, enfin c'est sûr que tu vas pas te pointer avec un shooting et faire tes photos avec ton téléphone, mais il y a pas mal de trucs aux États-Unis où ils ont fait des couves avec des photos de smartphone, et franchement pour moi c'est un appareil comme les autres, c'est juste qu'au niveau qualité et après au niveau de la flexibilité en post-production, c'est un peu plus restreint, mais moi je trouve que c'est un outil génial. Les gens en général, ils te demandent ouais, tu me conseilles quoi pour un premier appareil, et je leur dis mais est-ce que tu as déjà bien utilisé ton smartphone, parce qu'on peut faire plein de choses avec. Et moi il y a des choses que je fais avec le smartphone que je ne fais pas avec mon appareil. Quand je suis à Paris, dans la rue, dans le métro, bah je prends mon téléphone et t'as juste appuyé sur le bouton volume pour faire une photo, et t'as une espèce de discrétion avec cet outil que tu retrouves pas forcément partout. Et puis c'est aussi l'instantanéité, quoi. Quand des fois je pars là, tu vois, je suis venu à Paris, bon j'ai emmené un argentique, mais sinon si je vois un truc et j'ai envie de faire une photo, bah c'est mon téléphone. Ouais, directement. Justement, en parlant de photos de rue, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup parti de photographie de paysages et de villes pour aller de plus en plus vers justement la photo de rue, les portraits, même des séries maintenant. Par exemple, Jonathan, j'ai vu une série sur des détails pris à Taïwan que tu as posté récemment. Vutara, la RMN, Réunion des musées nationaux du Grand Palais, t'ont demandé 2-3 photos pour une publication à venir sur l'histoire de la photographie.
Comment voyez-vous votre évolution dans la photo ces dernières années ? Le fait d'avoir Instagram, de publier assez souvent, en fait, tu te vois évoluer et les gens te voient évoluer. Et le fait de partager comme ça, je trouve que c'est super enrichissant. Ouais, au début, je pense que on parlait du tunnel tout à l'heure, Instagram, où t'as le contenu, moi j'appelle ça Instagram friendly. Les photos de sunset, les trucs, un peu les reflets, des flaques d'eau, des machins. Et au début, t'es dans ce tube et en fait, plus t'avances et plus tu t'ouvres à des choses. Et je pense que, ouais, au début, on était un peu plus sur les paysages de malades, les scènes de malades. Il fallait des choses incroyables à photographier. Et là, en fait, plus t'avances et plus tu deviens photographe, pas de paysage, de voyage, mais je dirais plus photographe de la vie. En fait, tout ce qui se passe autour de toi, tu deviens de plus en plus sensible. Et franchement, ça t'ouvre à fond. Et Instagram fait bien le travail dans le sens où, en fait, t'as constamment envie de créer, d'essayer de nouvelles choses et de partager de nouvelles choses. Donc, Ah oui, c'est intéressant. D'ailleurs, Instagram, pour vous, c'est un outil... vous l'utilisez comme une source d'inspiration. Parfois aussi, il y a pas mal de ce côté distraction avec le nombre de photos partagées par jour et les nombres de stories. Il y a de la distraction, mais tout dépend en fait qui te suit, qui tu suis sur Instagram et voilà, en gros, si tes centres d'intérêt c'est les chats ou tu vas avoir sur ta page Explorer des photos de chats. Donc oui, si tu suis des bons photographes ou autres, ça m'inspire. Donc je fais moi-même mon mood board, on va dire, sur Instagram. Ouais. Je trouve que c'est plus une inspiration pas passive, mais c'est un peu régulier. Alors, je pense que si tu te poses sur un livre, tu vas voir une expo, t'as vraiment le contact avec l'image, il est beaucoup plus fort et c'est plus inspirant. Moi, c'est quelque chose que j'essaie beaucoup de transmettre à ma communauté. C'est vraiment, faut aller chercher l'image ailleurs. Et Instagram, c'est un bon lien pour avoir quotidiennement des nouvelles choses à regarder, mais vaut mieux consommer de l'image ailleurs. Pas très d'expression consommer de l'image. Et toi, Vitaral, ton évolution, comment tu la vois ces dernières années ? Et ton futur aussi. Ça va faire 9 ans là, que je suis sur la plateforme. Je commence à être un doyen, un ancien. Et, combien de temps tu disais ? Presque 9 ans. Ouais, 9 ans, c'est ça, ouais. 9 ans, depuis janvier 2011. Ouais. Pas pire. Non, j'ai vu l'évolution avec mon premier livre en 2013 sur la photographie mobile à aujourd'hui ou autre, et également avec les clients que j'ai pu travailler. Au départ, c'était également des offices de tourisme et également la mode ou les voitures, les mobylettes, un peu de tout. Et l'année dernière, c'est l'Opéra de Paris, c'est plutôt des institutions, c'est des théâtres, c'est des ambassades. Donc les gens me connaissent maintenant à travers Instagram, mais également ma fibre artistique et j'ai l'impression également avec les années que je me suis plus dévoilé en fait dans la photo, alors qu'au début j'étais également dans le tube, comme disait Jonathan. Ouais. Donc voilà, des photos un peu léchées de Paris, d'Instagram que les gens attendent, et au fur et à mesure en fait, je me suis rendu compte que c'est pas ça que j'ai envie de transmettre à ma communauté, et plutôt mes premiers amours dans la photo avant d'être sur Instagram. Donc je faisais des photos, mais sans vouloir chercher la popularité ou le partage. Et c'est ce moment-là que je recherche dans la photo, mes premiers amours dans la photo, et je l'ai pu retrouver un peu cette année en Iran. Ouais, voilà. J'ai fait des photos un peu partout en Iran, à Kashan, à Shiraz ou Ispahan, et ça m'a vraiment débloqué. Ouais. Et d'ailleurs, l'une de ces photos, du coup, va exactement, être dans cette publication dont je parlais de la RMN, c'est ça. Ouais, un bouquin, ouais. Et j'ai vu également une évolution également sur mon matériel photo, parce que de passer un smartphone à un appareil photo, un réflexe haut de gamme, mirrorless ou autre. Tu changes vraiment de fonctionnement lorsque tu travailles avec un smartphone. Tu fais abstraction de la vitesse, de l'ouverture, des ISO, et que là, tout réapprendre dans la photographie. C'est ça. De toute façon, là, vous êtes photographe avant d'être influenceur, donc vous avez la même pratique que les photographes, donc tout le matériel qui va avec, la partie post-production qui est assez importante. Du coup, toi, tu t'accordes beaucoup d'importance pour cette partie de post-production, par exemple, Jonathan ? Ouais, pour moi, c'est peut-être pas 50%, mais c'est une partie essentielle de l'identité d'un photographe, je trouve. Surtout avec le fameux tube Instagram où tout le monde a tendance à utiliser les mêmes retouches. Il y a cette histoire de les photographes qui vendent leurs presets.
des choses comme ça, et ça contribue à l'uniformisation. Donc la post-production, c'est essentiel. Pour finir, est-ce que vous avez des prochaines actus à venir, des prochains voyages? Ouais. Ça arrive. Là, je vais retourner aux États-Unis fin mars. Et je vais aller voir le festival Coachella, et je compte bien faire un travail photo dessus pour apporter une approche un peu différente de ce qu'on voit tout le temps sur Instagram. Avec une approche un peu kitsch, comme un peu reportage, un peu comme tu disais. Exactement. Ouais. Toi, Futahara, des voyages à venir, des expos? Je pars lundi en fait. Je pars lundi aux Émirats Arabes Unis pour 8 jours pour l'ambassade des Émirats Arabes Unis à Paris, en hommage aux victimes des attentats du terrorisme. Voilà. Et le 11 mars en fait. D'ailleurs, je vous invite à mon exposition, le vernissage le 11 mars à l'ambassade des Émirats Arabes, où je vais photographier la ville et puis 3-4 artistes émiratis locaux. Ouais. D'accord, ok. Donc ça, c'est ton actu vraiment. C'est ça, ouais, voilà. Sur le court terme. Et puis fin mars, je partirai traverser le cercle polaire à Lofoten en Norvège, voilà, ouais. Pour une expédition, ouais. Sympathique. Donc, ça n'a rien à voir avec les Émirats, mais bon, ça me parle de rencontrer des peuples autochtones. Ouais, voilà. Bon merci en tout cas à tous les deux. Merci à toi. Merci à toi. Merci Jonathan et Futahara. Vous allez retrouver comme d'habitude quelques photographies de mes deux invités pour illustrer le podcast sur notre Instagram @podcastvision. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Quant à nous, on se retrouve très vite. C'était Alyosha pour le podcast Vision. À bientôt.